Vous savez, en général, la question qu'ils nous posent, pourquoi le massacre? Effectivement, on va chercher midi à 14h, c'est très simple. Mais il faut se plonger dans l'idéologie nazie et de la SS. Ce que les gens ne peuvent pas faire, ne savent pas. Mais attention, la lire sans a priori, sans l'accepter, bien entendu, il n'est pas question d'accepter ça, mais de lire en essayant de disséquer et de comprendre quel était donc leur raisonnement. Clair et net. Mais c'est un raisonnement qui est fou, mais qui est très posé. C'est sans sentiment. Et seul le résultat compte. Le sentiment ne doit pas rentrer en ligne de compte. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fini par mettre au point la solution finale. Parce que d'abord, la rentabilité n'était pas celle qu'on a. Alors, on est purement dans l'industriel. Faut du résultat. Et surtout, on commençait à avoir des rapports d'officiers de bataillon qui disaient que si ce système-là continuait, et dans peu de temps, ils allaient se retrouver à la tête d'une troupe d'alcooliques et de psychopathes. Déjà qu'ils étaient tous drogués. Ta réponse est choquante d'un premier abord, mais elle est hyper révélatrice de l'état d'esprit. Il dit aux journalistes, en le regardant dans les yeux, mais il dit, monsieur, c'était pas des enfants que je tuais, mais le sang qu'ils portaient. Ouais, vraiment... À partir de là, ce n'est pas un enfant. Ouais, c'est plus un être humain. Donc, je le tue, ça doit être fait. Point final à la ligne. Il n'y a pas à pleurer, il n'y a pas à avoir, il n'y a pas ceci, il n'y a pas à être sadique avec, mais voilà. Ce n'est plus un être humain. D'où le fait qu'on les rasait, qu'on les tatouait comme des maîtres, qui perdaient donc un nom, que ce n'était plus que des numéros, et qui portaient tous des pyjamas raillés. Voilà. On les déshumanise. Voilà. Complètement. Donc en vérité, ce ne sont plus des êtres humains dont on se sépare, mais ce sont des choses. Moi, je ne parle que des témoignages des survivants. Parce que c'est la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est qu'on est sur un lieu historique et il y a des survivants. Donc c'est pas des mots dans un livre. Il n'y a rien. Les gars, ils vous parlent. Raconter, c'est autre chose. Raconter, ils l'ont raconté des centaines, des milliers de fois. Vous parler, c'est autre chose. Alors pour vous parler, il faut du temps, parce que je suis pas d'ici. Parce que il faut qu'il y ait une certaine forme de confiance, une certaine forme peut-être de relâchement aussi, dont on a les sentiments, on ne les cache pas. On les expose parce qu'on voit ça, parce qu'on se souvient de ça. Vous avez la chance d'être là à ce moment-là. Et vous vous rendez compte, en côtoyant, que même avec le temps, le traumatisme est encore là. Alors on veut absolument, il y a beaucoup de gens qui les mettent dans deux situations où ils ne peuvent pas pardonner, ou alors avec le temps il faut pardonner. Oula, va pas si loin. Parce que tu sais pas de où ils viennent, tu sais pas quelle a été leur vie après, et c'est pas un ou deux membres de la famille qui perdent, c'est beaucoup plus. Il leur est tombé quelque chose d'extraordinaire, je m'entends en disant bien sûr extraordinaire, sur le point de la gueule. Ils l'ont géré comme ils ont pu, qu'il leur en reste quelque chose, même, il n'y a plus que M. Ebras à l'heure actuelle, mais 76 ans après, je veux dire, c'est tout à fait normal. M. Ebras va souvent avec des écoles, il va dans des réunions, ceci, cela, donc il fait preuve d'un recul sur le peuple, sur le nazisme, il en fait beaucoup moins bien entendu, mais sur l'Allemagne et ceci et cela. Par contre, faut pas, même après tant d'années, vouloir gratter, aller plus loin que ce qu'ils peuvent faire. C'est très facile quand on n'est pas conservé de dire non mais pas le temps, il faut pardonner, c'est fini, terminé. Monsieur Dupras, lui, va parler de sa sœur de 9 ans qui est arrivée sur la place en rang avec les enfants de l'école, les enfants de sa classe. Et je me souviens, il dit, elle pleurait. Et je suis allé la consoler en lui disant mais pourquoi tu pleures? Ça, il y en a pour une demi-heure et puis c'est fini. Il dit je revois plus personne. Et puis il y a d'autres choses qui viennent se greffer. Quand il y a des opérations, je veux dire, une telle sauvagerie, on a des présomptions de viol. Mais ça n'a jamais été officiel. Monsieur Ebras, c'est un de ces questions qui l'ont toujours, je veux dire, qui l'ont toujours miné. Sa sœur aînée, enfin pas sa sœur aînée, c'est la deuxième, qui avait 23 ans, qui était une très belle jeune femme, c'est son... Ouais, c'est son hantise. C'est sa hantise. Et puis qu'il ne le saura jamais, c'est encore pire. Voilà. Voilà, parce qu'il y a ce qu'on sait, mais ce qu'on ne sait pas. Puis ces questions lancinantes. Pourquoi nous? On n'avait rien fait, on ne méritait pas ça. Il va y avoir le procès de Bordeaux qui va être une catastrophe. Où l'État français, mais quand je dis l'État français, c'est avec un grand E, c'est-à-dire pas que les politiques
en poste à ce moment-là, mais l'ensemble des partis de l'époque vont faire preuve, je veux dire, d'une lâcheté ou d'un abandon total. Parce que le procès a lieu en 53. Il y a 21 anciens SS qui sont jugés, 7 qui sont d'origine allemande. Manque de bol, les 14 suivants sont alsaciens. Mais en 45, la France devait tous se retrouver réunis sous le général de Gaulle et tout le monde avait été résistant. Voici eu quelques mecs, mais après, c'est fini. L'unité. Donc la France, hop, général, hop, on a gagné la guerre à nous tout seuls. Quand on voit quel est l'état d'esprit des Américains vis-à-vis des Français pour la Seconde Guerre mondiale, quand je suis allé aux États-Unis, vous descendez de bien beau. Je parle pas des Polonais ou des Tchèques. Alors, ils vous loupent pas. Donc ici en 53, il y en a 14. Donc le problème de la présence des Alsaciens va faire que ce qui devait être le procès du massacre d'Oradour-sur-Glane va devenir un procès franco-français. L'opposition de 2 drames, l'opposition de 2 mémoires. Le drame d'Oradour, forcément tout le monde en avait entendu parler. On avait décidé dès 45 de garder le village comme le témoignage du martyre du peuple français vis-à-vis de l'occupation nazie. Parler qu'avec un tel machin, il était hors de question de déconner. Donc tous les partis politiques après-guerre, de gauche à droite, sont venus tous à Oradour avec les armes, les drapeaux, les banderoles, et tout le monde, justice pour Oradour. Il y en a même un qui a parlé de vengeance pour Oradour. Il était parti à fond, lui, il repartait en Allemagne, il zigouillait tout le monde. Vengeance pour Oradour-sur-Glane. En 53, il y a le procès qui tourne pas comme il devrait tourner. Et là, vous avez tout le monde qui commence à regarder le bout de ses godasses et vous êtes sûr que j'ai dit ça, moi? Vous avez du mal comprendre. Vous avez mal entendu, c'est fini. Le politique de l'époque finit donc par voter une loi d'amnistie. Alors, on va ménager la chèvre à le chou, parce que l'amnistie, même pour les Alsaciens, ça n'est pas un non-lieu. Amnistie, vous ne faites pas votre peine, mais vous êtes coupable. Non-lieu, vous n'êtes pas coupable. Donc ça va entacher la région d'Alsace qui pendant longtemps va dire mais on est encore une fois de plus les vilains petits canards de la France. Déjà en 14, on a combattu dans l'Empire allemand parce qu'on était allemand depuis 1870, on avait été annexé. En 18 on nous récupère, tout va bien. Et là, on recommence là. Et là on va être les vilains petits canards. Les motifs de Bosch, vous savez, il faut se méfier. Il faut se méfier de ces gens-là, vous savez. C'est à partir de là, surtout que le Parti communiste, dans les années 50, était un parti, je veux dire, de premier plan. On était en pleine guerre froide. Donc, mais d'un autre côté, comme on était persuadé que les divisions soviétiques allaient finir par déverser sur l'Europe occidentale, blindée en tête, on avait reformé la Bundeswehr. Quand vous reformez une armée, ça se passe dans tous les pays du monde, vous prenez les anciens de l'autre armée qui savent faire tourner le bazar, c'est-à-dire les officiers de la Wehrmacht, la Kriegsmarine, la Luftwaffe et de la Waffen-SS. La géopolitique, elle tourne les pages de l'histoire de la mémoire, mais alors beaucoup plus vite. Alors ici, les termes de la loi d'amnistie sont... Alors si sur un plan général, oui, on peut les entendre, au nom de la réconciliation nationale, allez expliquer. Parce que quand on parle du massacre d'un village, c'est pas vrai. On floue déjà les gens. Si on devait donner une définition, c'est le massacre de la population présente dans le bourg principal du village d'Oradour-sur-Glane. Il y a des hameaux qui étaient relativement importants. Mais dans un cas pareil, les écoles ne sont jamais dans les hameaux, mais toujours dans la partie principale. Le massacre a lieu un samedi, mais en 44, il y a école toute la journée. Donc les 4 écoles du village sont pleines des enfants du bourg, mais des enfants des hameaux. Jamais rentré les gosses. Allez expliquer à une mère ou à un père de famille qui avait ses 4, 5, voire 6 enfants dans l'école, il n'y en a aucun le soir qui rentrait, qui ne rentrera jamais, au nom de la réconciliation nationale. Le mec, c'est quelque chose qui, sur un plan général, on peut l'écouter. Pour ces gens-là, je veux dire, mais nous, notre vie, elle est quoi? Et la seule chose qu'ils avaient l'impression que ça pouvait soulager, ce qui aurait été une erreur, le sang n'aurait pas soulagé malgré tout leur drame, mais eux, ils étaient ancrés là-dessus, ça aussi on peut le comprendre. Ils ont l'impression que l'État les vend, ils sont abandonnés par l'État. Ils sont presque même, pas tués, mais lâchement... abandonnés, trahis, alors que tout le monde est venu jurer des grands discours, Oradour, martyr, vous employez les noms, et puis quand ça arrive...
Oh putain, c'est une merde générale, ils font chier, merde. C'est la politique. Ah, clairement, Que de la politique. clairement, donc ils ont l'impression d'être sacrifiés. Ouais. Parce que à l'époque, je veux dire, maintenant pour les études, pour le travail, les familles sont beaucoup plus explosées qu'elles ne l'étaient à l'époque. Et d'autant plus dans un milieu ici quand même assez rural. Ouais, complètement. Donc c'est la campagne, je schématise, mais vous naissez dans le village, vous vous mariez dans le village à côté, vous vivez pendant pas mal de temps dans la maison de vos parents ou de vos beaux-parents, tout dépend, machin. Et puis ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. On est d'un endroit et on est de famille de l'endroit et on est donc. Alors si socialement c'est peut-être pas plus mal, mais alors en cas de massacre général, ouais, ça rase pas mal de. Ah, c'est une catastrophe. Vous avez des chiffres qui sont terribles. Vous avez par exemple le garagiste, il meurt, sa femme meurt, les 6 enfants. Il n'y a plus qu'un enfant qui est encore vivant, il était chez sa grand-mère à Limoges. Quand vous faites une visite, il faut essayer de situer un peu où sont les gens. Sinon, si vous partez de trop haut, vous les perdez très vite. Au bout d'un quart d'heure, il n'y en a plus un qui suit la bagarre. Donc, je pose quelques questions. Pour arriver à Oradour-sur-Glane, il y a du chemin. J'ai 1h30 pour ça. Je ne sais pas comment je fais. Début du conflit pour la France, Deuxième Guerre mondiale. Alors, on va vous dire 39. Ouais. Mais alors, après le reste, ça pédale. En vérité, quand vous regardez bien, il reste 3-4 dates. Pas plus. 4-5 noms. Et c'est tout. Ouais. Vous posez la question assez brute de la Deuxième Guerre mondiale. Alors bien sûr, on va vous citer les Allemands qui sont contre nous. Alors, ça bien sûr, c'est inévitable. Mais... Les Américains, ça, ils sont avec nous. On commence à zapper les Britanniques. Ouais, alors, et quant aux Russes, alors eux, avec leurs 18 millions de morts, c'est ça le problème, c'est parce que poubelle. Mais je vous dis, hein, monsieur, et je ne vous mens pas, ça se résume à 3-4 dates, ça, tout au plus. Ouais. 8 mai 45, ah ça, de toute façon, il y a un jour, si je suis sarcastique, je vous dis qu'il y a un jour férié, et en fait, tout le monde le sait. Et on le retrouve, et ça se passera pareil que pour la Seconde Guerre mondiale. Quand il y a eu le centenaire de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit peu, en 2014, parce que c'était le commencement. En 2015, rien. Et pourtant, l'année 1915, c'est l'année la plus meurtrière pour l'armée française dans la Première Guerre mondiale. Dès qu'à Oradour, parce qu'on parle, les nazis, les Allemands et tout, vous dites, attendez, top. En 1944, il n'y a plus que la moitié des effectifs qui soient d'origine allemande ou autrichienne. Le reste, ça vient de partout. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il commence à dire? Qu'est-ce qu'il commence à me raconter? Donc, vous parlez des Tchèques, des Sudètes, ils ont été annexés. Les Polonais de Silésie, qui sont de souche allemande, donc les Allemands les ont récupérés. Les Alsaciens mosellans. Ils ont joué sur l'antagonisme russo-ukrainien qui ne date pas d'une dizaine d'années, mais qui date de la révolution soviétique. Mais alors vous dites, alors qu'il y avait des Ukrainiens, il y avait des Lettons, il y avait les gens des États baltes et tout ça, ils avaient été annexés en 40 par les Soviétiques. Et les Soviétiques, quand ils sont arrivés, ils ont fait déjà une épuration, comme ça se fait toujours. Donc quand les Allemands sont arrivés, ils n'ont pas forcément été perçus comme des envahisseurs, mais plutôt comme des libérateurs. Ça fait quand même bizarre de se retrouver dans un lieu pareil, on va pas se mentir.